Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors le potager mène à tout à condition d'en sortir et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo puisque je ne vais pas vous parler de potager mais de notre trajet Nantes-Marseille dans le cadre de nos vacances via la Camargue. Et ce trajet va être fait d'une petite voiture électrique, une Dacia Spring. Alors bon, il ne s'agit pas de vous parler spécialement de la Dacia Spring, mais plutôt du réseau de recharge, comment ça peut se passer. D'ailleurs, ça peut concerner finalement un peu les problèmes que vont rencontrer tous ceux qui ont des voitures électriques. La Dacia Spring, une petite voiture, une petite batterie 26 kW 8, donc une petite autonomie, souvent présentée comme une seconde voiture pour la ville, pour des petits trajets, mais bon, ce serait quand même assez intéressant de voir si on ne pourrait pas l'utiliser en voiture principale, puisqu'en fait, l'objectif aujourd'hui n'est plutôt de réduire le parc automobile. On va donc voir si la Dacia Spring est capable de nous accompagner pendant nos vacances. Avant de partir, penchons-nous sur la connectique qui permet de recharger. Alors les prises, la Dacia de base est fournie avec ce type de prise qui permet de recharger avec le câble fourni 2 kWh donc assez lent. Il faut compter une douzaine d'heures pour recharger l'ensemble de la batterie. Ou alors on peut avoir un câble de type 2 qui est fourni en option à plus de 300 € qui lui permet de recharger un peu plus vite en 2 ou 3 heures. Maintenant, ça ne suffit pas si on veut faire un long parcours. Donc il y a ce qu'on appelle la charge combo. La prise combo, là, que vous voyez, c'est la totalité en fait de tous ces connecteurs qui permet de recharger du coup sur la Dacia à 30 kW à l'heure. Donc c'est effectivement ce type de prise qui va nous intéresser pour notre voyage vers Marseille. Mais ça, c'est une option qui coûte quand même assez cher, puisque sur la Dacia, c'est plus de 600 €. Alors là, je vais utiliser le câble fourni d'origine, hein, qui est fourni par Dacia, donc c'est pas une option. Et ça permet de recharger, de faire une charge lente. Alors on me dirait c'est un petit peu long tout ça, oui, mais ça permet par exemple, si vous avez des panneaux solaires, eh bien ça vous permet de recharger gratuitement votre voiture électrique. Comme on le voit ici sur le compteur Linky, sur une installation basique de panneaux solaires de 3 kW, ça peut prendre en charge totalement, entièrement, ou alors suivant les cas et suivant le rendement des panneaux, ça va prendre en charge en grande majorité quand même. Donc ça ne va pas vous coûter grand chose pour la charge de votre voiture électrique, même si quand vous faites appel à l'électricité du réseau, ça reste quand même des prix très raisonnables. On recharge la batterie dans ce cas-là pour 3-4 €. Les prises, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir accéder aux bornes de recharge sur notre itinéraire. Et donc, on a téléchargé l'application ChargeMap et en même temps, on a pris un pass qui permet d'accéder à différents types de réseaux. Parce qu'en fait, les réseaux de recharge, c'est un petit peu la jungle actuellement. Et donc, le ChargeMap permet d'accéder à pas mal de réseaux. Alors ici, dans l'application, je sélectionne le type de connecteur qu'on recherche, hein. Surtout les combos CCS et puis les types 2 comme plan de secours, on va dire. Et puis ensuite dans l'appli on voit qu'il y a des codes couleurs qui apparaîtront ensuite sur la carte et donc par rapport à ce qu'on a sélectionné, donc type de prise qu'on va pouvoir voir sur la carte, hein. Alors il existe d'autres applications que ChargeMap, hein. Moi je n'ai pas aucun intérêt par rapport à ChargeMap, je dis simplement ce qu'on a utilisé. On voit ici sur Poitiers justement apparaître le type de borne qu'on a sélectionné, donc les violettes et les oranges. Et donc c'est une solution comme ça pour se repérer sur les cartes et ne pas aller à l'inconnu. Alors si on clique sur une borne, on a des informations détaillées qui sont intéressantes, par exemple pour savoir combien il y a de types combo, comme ici il y en a une. Donc on voit les différents types de prises. Et puis il y a également d'autres informations qui sont intéressantes, comme par exemple les avis et les recharges qui ont été effectuées dernièrement. Par exemple ici on voit que donc il y a les signalements, c'est toujours intéressant à regarder, mais on voit que par exemple la veille il y a eu sur la prise combo une recharge réussie. C'est donc des indications qui permettent de voir que les prises au moins ont fonctionné avec le ChargeMap assez récemment.
Ensuite, sur les tarifs, c'est effectivement une information intéressante. Là, on a sur un Lidl un des coûts les moins élevés qu'on ait eu. Et puis, par contre, on va voir qu'à Poitiers, par exemple, là, on a payé beaucoup plus cher parce qu'en fait, il y avait une facturation avec des éléments fixes, avec aussi du coût à la minute. Et donc, tout ça, c'est, comme je disais, c'est un petit peu la jungle. Et c'est là où on regrette quand même qu'il n'y ait pas justement un réseau public qui, avec des tarifs unifiés, là, on part un petit peu pour ce qui est des tarifs à l'aventure. Et puis c'est pareil, il faudrait que toutes les bornes acceptent la carte bleue, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et là, effectivement, le charge-map est intéressant puisqu'il passe au-delà de ses contraintes propres à chaque borne. Où le charge-map est aussi intéressant, c'est qu'il permet de planifier des itinéraires. Donc comme on voit ici, on peut également préciser le pourcentage de batterie au départ et à l'arrivée. Bon, 20%, c'est ce qui permet d'avoir une petite marge de sécurité absolument nécessaire en cas de si on se casse le nez sur une borne à l'arrivée. Alors on rentre son type de voiture et son type de prise, et puis ensuite on peut paramétrer un certain nombre de choses. Donc ici la vitesse maxi 110 km/h, éviter les péages, un minimum sur la batterie, et puis prioriser le charge map pass puisqu'on l'a. Bon, voilà par exemple l'itinéraire Nantes-Marseille. On n'a pas suivi exactement cet itinéraire-là, mais bon, ça donne un ordre d'idée. Alors là, sur cet itinéraire, ChargeMap, il nous indique 9 recharges pour arriver à destination. Et on a également un récapitulatif de la durée totale, de la distance et du nombre de recharges. À peu près un tiers de la durée totale pour les recharges. Alors bon, ce sont des évaluations parce qu'on a constaté des petits écarts. Par exemple, là, on a fait réellement Nantes-Bressuire. Et donc on est effectivement à peu près 104 km, 1h10. Et à la station de Bressuire, donc sur la combo de 150, on avait en fait une batterie qui n'était pas à 25%, qui était à plus de 30%. Et donc nous, on a fait la même durée de recharge et on est reparti à 71%. Globalement, ChargeMap se donne, j'ai l'impression, une marge de sécurité également, et on était toujours au-dessus. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on a pu effectivement modifier un petit peu nos itinéraires en fonction de ce qu'on constatait réellement sur notre consommation. Autre option intéressante, c'est celle d'envoyer ChargeMaps l'itinéraire sur Maps et ensuite se faire guider par Maps d'une borne à l'autre. Donc c'est un petit peu plus confortable. Alors en route pour l'aventure, c'est la positive attitude. Et la positive attitude, c'est que le trajet fait partie des vacances, que les autoroutes comme la vitesse, c'est dépassé, et puis qu'on peut prendre le temps du voyage et puis de la découverte. Alors il y a les bonnes et les mauvaises découvertes, et à Poitiers c'était plutôt les mauvaises. Sur la première borne où on s'est arrêté, le badge ChargeMap n'a pas été reconnu. Donc on est allé à une station un petit peu plus loin, une borne qui était à 1,5 km, près d'un complexe cinématographique, un peu ravitaillé par les corbeaux. Et donc là, effectivement, ça a fonctionné. Mais donc on a eu quand même une petite frayeur en s'apercevant comme ça que sur une station reconnue ChargeMap, finalement ça n'avait pas bien marché. Alors il faut dire que chaque borne a son mode particulier de fonctionnement et qu'on peut aussi des fois rater quelque chose. Ça nous est arrivé une fois ou deux de mettre assez longtemps avant de comprendre comment la faire marcher. Autre point intéressant, il faut essayer de s'approcher quand on a un ChargeMap le plus près, par exemple ici de 10 kW. Pourquoi ? Parce que si on fait 9,1, ChargeMap facturera 10. Si on fait 9,9, il facturera 10 pareil également. Donc ça, c'est pas très bien indiqué quand on commande un ChargeMap. On le trouve dans leur documentation, mais ils se payent comme ça, et donc il vaut mieux le savoir. En route vers Limoges, notre prochaine destination. Et là, j'ai modifié un petit peu l'itinéraire ChargeMap, et il proposait une recharge intermédiaire près d'un aéroport
Mais bon, il n'y avait qu'une prise et les avis n'étaient pas terribles, donc j'ai préféré charger un peu plus au départ. Ensuite, il nous envoie sur une portion d'autoroute qui est gratuite. Et là, donc, on en profite pour monter un petit peu et voir comment la Dacia se comporte à cette vitesse. Bon, surtout, c'est pas tellement le comportement routier, c'est plus que la batterie descend très vite. Et donc, on va très vite revenir à 110 pour essayer d'économiser quand même un petit peu la batterie. Alors, ensuite, on va avoir une recharge quand même du côté de Brive, là, où ça va se passer plutôt bien, pas de souci. Sauf que, comme pour beaucoup de stations de recharge électrique, bien, il n'y a pas de commodité à proximité, c'est un petit peu le souci en général. Et puis ensuite, du coup, petit bug là entre ChargeMap et Maps, parce que Maps ne garde pas le paramétrage de ChargeMap, je m'en aperçois à ce moment-là, il nous envoie sur une portion payante, on va donc payer 5 euros. Bon, c'est pas très grave. Par contre, on va voir notre batterie la batterie de la voiture qui va descendre très vite, et on se demandait si on allait réussir à arriver à Figeac avec encore la batterie en bon état. Finalement, on est quand même arrivé avec pas loin de 20%. Figeac, c'est la jolie ville qui est notre point de chute pour cette première journée. Et donc, on voit qu'on utilise pour la première fois notre câble de type 2 en faisant des nœuds. Bon, on va le débrancher et le remettre dans le bon sens. Donc là, c'est près d'une petite supérette. Et on va laisser la voiture, puisque là, il faut un temps de recharge de 3 heures. On va profiter pendant ce temps-là pour aller grignoter un morceau. En fait, on ira place de la Monnaie dans un très bon restaurant, du même nom d'ailleurs. Donc le câble de type 2, ça dépanne, mais il faut prévoir de faire quelque chose pendant que ça recharge. Le lendemain, on a retrouvé la positive attitude. Et c'est vraiment très agréable de se reposer dans une petite ville comme Figeac et puis ensuite de profiter des beaux paysages quand même. Quand on sort des autoroutes, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à voir. Alors on s'arrête à Cressel, aux côtés de Millau, où là on a encore une nouvelle borne avec quelques petites difficultés de compréhension de départ pour savoir comment ça marche. Bon, ça se trouve sous le pont de Millau, le site est quand même assez sympathique. Et puis on remarque quelques incohérences sur la borne, en particulier le montant de préautorisation qui est différent, celui qui est indiqué en haut, de celui qui est indiqué un peu plus bas. Bon, il y a comme ça pas mal d'incohérences sur les bornes. Bon, après l'essentiel est que ça fonctionne et là ça a bien fonctionné, donc on repart tranquillement. On repart de Millau, alors toujours avec des paysages superbes. Alors là, ChargeMap me proposait un arrêt intermédiaire sur une aire d'autoroute où il y a une combo. Mais bon, on verra, on s'arrêtera quand même sur cette aire, mais je pense qu'on doit pouvoir aller jusqu'à Montpellier. Même s'il y a donc une partie d'autoroute assez importante là après la traversée du plateau du Larzac. Donc on va adapter la vitesse de la Dacia en essayant de faire du 110 pour éviter de trop descendre la batterie. Alors finalement on arrive à une station Lidl à Montpellier, sans trop de difficultés. Bon, ça descendait pas mal, donc du coup la Dacia a rechargé un petit peu dans ses grandes descentes. Finalement on arrive à notre destination en Camargue, et le voyage finalement s'est plutôt bien passé, même si on a eu un petit peu de stress quand même quand on a pratiqué les autoroutes, à cause de la batterie essentiellement. Et puis aussi, quand il y a du vent, la Dacia, elle n'est pas forcément d'une stabilité à toute épreuve. Pendant notre séjour en Camargue, on va utiliser 2 fois le câble type 2. Et pour éviter de rester 2 ou 3 heures près de la borne à attendre, on va en profiter à chaque fois pour faire une visite en même temps. Comme ici, la citadelle d'Aigues-Mortes, ou encore près de Port-Camargue, le tour du lac de Salonique. On part vers Marseille avec une batterie chargée environ à 80%. Alors on aurait pu faire le trajet d'une seule traite, mais on a prévu de faire un arrêt recharge à Martigues. Ça évitera de recharger sur Marseille où on n'utilisera pas la voiture. Et au retour, on s'arrêtera également à Martigues pour refaire le plein de la batterie.
Alors ce qu'on voit sur l'information, là on est à 38% de batterie et ça charge à 32 kW. À 46%, on est à 29 kW. Alors il faut savoir que la Dacia en principe c'est 30, donc l'affichage doit être approximatif, mais on voit quand même qu'au fur et à mesure de la recharge, eh bien, ça baisse. Là à 82%, on est à 20 kW. Et au moment où on va arrêter à peu près, là on est descendu à 17 kW. Donc la charge n'est pas constante sur les stations. Sur la route vers Marseille, pas mal de routes à 110 à 4 voies. On voit on roule à 90 à peu près. Disons qu'on roule en sécurité et on retire le mode éco qui bride un peu la Dacia, et comme ça permet de rouler vraiment en toute sécurité si on a besoin de reprendre un petit peu plus vivement. Mais bon, ça se fait bien, bon, on se fait dépasser pas mal, mais bon, ça c'est pas un souci. Et on perd si peu de temps, et par contre, on économise sérieusement comme ça la batterie. Bon, on a constaté que notre mode de conduite, finalement, nous permettait, par rapport à ce que nous annonçait ChargeMap, d'économiser quand même pas mal, et sans se mettre en danger en roulant trop lentement sur une 4 voies. Disons 90 ça va, et sur une autoroute il faut quand même rouler à 110 quoi. De toute façon, la Dacia Spring n'est pas vraiment adaptée à l'autoroute, et donc il faut en faire le moins possible. Pendant notre séjour sur Marseille, le jardinier amateur se réveille de temps en temps. Et comme ici, donc on voit là un jardin partagé, alors c'est assez courant dans les villes, il faut noter que celui-là est assez bien positionné, puisqu'en fait il est pas mal ombragé. Ce qui bien dans le sud, là, est quand même... là on a vraiment des arbres qui font de l'ombre, et ça profite assez bien aux légumes qu'on a vus. Alors l'occasion aussi d'admirer au parc Bourrely ce très beau platane. Alors maintenant le départ, le retour, au départ de Marseille, dans la circulation. Alors on a fait un itinéraire ChargeMap qu'on a très largement modifié, c'est-à-dire que on va plutôt aller sur certaines stations qui sont plus économiques au niveau du tarif. Et puis on a supprimé 2 recharges sur la totalité du trajet, puisque ChargeMap en proposait 9. Nous, la première journée, on va en faire 4, et la deuxième, on va en faire 3. ChargeMap, donc c'était bien utile pour se donner un ordre d'idée, mais on peut optimiser son itinéraire soi-même après, en essayant quand même d'économiser un petit peu pour ne pas aller sur les recharges les plus chères, quand c'est possible. Alors pas trop de soucis avec les recharges dans l'ensemble. Bon, on a eu 2 ou 3 fois des arrêts qu'on n'a pas compris, ça s'arrêtait, et donc il fallait repartir, débrancher, rebrancher pour que ça reparte. Ce qui nous faisait un petit peu peur au début, c'était aussi d'avoir peur d'attendre, parce que les prises auraient pu être occupées par d'autres, vu qu'il n'y en a pas énormément. Et en fait, on n'a jamais eu ce problème. Alors on a quand même constaté, là, c'était au-dessus de Montpellier, là, c'était près d'un Lidl, où là il y avait un véhicule thermique qui occupait un emplacement véhicule électrique. Alors effectivement, c'est le seul endroit où on a constaté que quelqu'un, c'était pas nous, mais quelqu'un était obligé d'attendre pour recharger sa voiture électrique. On retrouve à Millau la station avec la borne un petit peu compliquée, mais elle n'a aucun problème pour nous, et en fait il y a quand même pas mal d'informations intéressantes dessus. Et puis c'est dans un centre commercial, et donc on a possibilité de restauration et toutes les commodités. Donc c'est le bon endroit pour faire la pause restauration. Alors question importante, qu'est-ce que ça coûte un aller-retour Nantes-Marseille? Eh bien il faut compter 100 €, si on a retiré un peu ce qu'on a dépensé sur place. Et si on compare avec ce que coûterait un voyage en voiture thermique, on fait déjà de belles économies. Si on ajoute en plus le péage, là on a une différence peut-être autour de 120 €, à peu près ce que j'ai pu calculer. Donc avec cette différence, on peut effectivement se faire plaisir pendant le voyage.
Alors du plaisir ou la galère ce voyage, eh bien moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'était du plaisir parce que on avait quand même planifié bien à l'avance et on s'est pas trop engagé à l'aventure quand même parce qu'autrement ça peut très vite devenir la galère. Et puis bon, le réseau il est encore insuffisant et puis c'est quand même très cher, hein. Je pense que les opérateurs qui arrivent sur le marché, eh bien ils se font un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Alors, la Dacia Spring, dans cette histoire, bon, c'est une petite voiture polyvalente qui finalement fait très bien le job, et à condition de ne pas lui demander ce qu'elle ne sait pas faire. Et voilà, donc elle est quand même très intéressante à ce niveau-là. Alors, j'ai entendu le constructeur disant que si c'était à recommencer, il mettrait une batterie 2 fois moins importante sur la Spring. Alors, je me demande vraiment pourquoi on a les constructeurs les plus stupides de la planète en France, hein, parce qu'ils ne sont pas capables de faire des petites voitures électriques économiques, et lorsqu'ils réussissent à en faire une qui tient à peu près la route, eh bien ils trouvent rien de mieux que de casser le truc. Une petite réflexion pour terminer cette vidéo, mais la Dacia Spring en fait c'est une voiture polyvalente assez sympathique. Bien voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.